Alors voilà la situation. Donc on a besoin de vous. On a besoin vraiment que, quitte à organiser d'autres réunions, etc., mais il faut vraiment que les gens s'intéressent à des projets, parce que moi je suis pour la recherche, mais pas ces recherches mortifères. Donc, réveillons-nous, indignons-nous et prenons des actions. Voilà. Merci. Pendant qu'on cherche un micro, moi je voulais juste, très très brièvement, je me suis longtemps interrogé, oui c'est vrai, comment faire ce genre de réunion. ITER, c'est pas un sujet qui doit faire peur, parce que c'est pas la fission, c'est pas dangereux au sens Fukushima ou autre. C'est pas là-dessus qu'il faut lutter contre ITER. Mais moi j'ai peur d'ITER pour deux choses. Parce que quand on essaye de voir à quoi sert quelque chose, on trouve des avantages. Quel est l'avantage fondamental d'ITER? Nous, peut-être pas nous, mais aux politiques, il entretient l'illusion à travers ce scientisme que ça vaut pas la peine de se fatiguer. On va pouvoir continuer à vivre comme on vit, puisque de toute façon, dans 100 ans, on aura la solution. Vous préoccupez pas de problèmes d'énergie et de CO2, ça va venir, messieurs, dames. Ne faites pas d'efforts. ITER, c'est une garantie de stabilité politique, sociale. C'est pour ça que c'est un projet politique. Et l'autre problème que je vois dans ITER, c'est parce que c'est le début d'une aventure. Si ça réussissait, il est évident quand on voit les milliards pour ITER, qui n'est qu'un prototype, quand on imagine ce que pourraient être des mots sur lithium, proto, etc. Ce sont des centrales, si un jour elles voyaient le jour, qui seraient extrêmement chères. On est bien plus loin que les 4 ou 8 milliards de l'EPR aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Et c'est pour ça que les États-Unis y restent et que le Japon y reste. Ça veut dire que si ça marche, qui aura les clés de l'énergie, du développement mondial? Ce sera nous. Les pays du tiers-monde, pour leur développement, ils ne pourront pas se payer ITER. On devra leur donner à condition. ITER, c'est le début d'une nouvelle colonisation énergétique qu'on veut. Oui, il faut s'en rendre compte, parce que c'est vrai. Et si les États-Unis, qui n'ont rien à foutre d'ITER, le Japon, que ça n'intéresse pas, sont dedans pour un tout petit peu, c'est parce que si jamais ça marchait, je serais dans le consortium. Mais ils développent leur consortium en parallèle pendant ce temps aussi. Personne n'y croit dans ITER, mais tout le monde se dit, si jamais ça marchait, il faudrait être dedans. Et c'est là qu'il y a le vrai danger. Est-ce que vous pouvez vous présenter sans vous poser une question? Je suis Maurice Veloff, je suis Maurice Veloff, le président du comité de défense de l'environnement de Jouques-et-Pérol, et notre association est membre de la commission locale d'information de Cadarache et celle d'ITER. Donc je voudrais apporter un témoignage déjà sur la gouvernance du projet ITER. Alors pour revenir sur ce qu'a dit Jean-Marie, je me suis trouvé, j'ai jamais voulu visiter Cadarache, je me suis trouvé à Cadarache pour visiter le laboratoire GENEC qui travaille soi-disant sur l'énergie solaire. Le responsable du laboratoire à l'époque m'a dit on est le cachex du nucléaire, ils étaient tous à travailler sur des milliers de personnes à côté. Et à ce moment-là, il y a eu une présentation du projet. Et à la fin, ils ont réuni, c'était une réunion avec des élus de la communauté du pays d'Aix. Donc Pertuis en fait partie, et après toutes les communes autour d'Aix. Et quand ils nous ont réunis, à la fin de la réunion, les élus, ils étaient, comme tu dis, on a l'impression que le Messie était arrivé, quoi. C'est-à-dire, c'était la solution miracle. On nous l'a présenté comme ça. Moi, j'ai commencé à poser quelques questions un peu embarrassantes. Ils ont arrêté tout de suite la discussion. Bon. Alors après, je voudrais témoigner comment ça se passe. Donc j'étais à la réunion le 27 septembre, où il y a eu la présentation, la première fois que la CLI, la Commission locale d'information d'ITER, se réunissait au château de Cadarache. Et j'ai commencé à poser des questions. Pourquoi il y a un surcoût et qui va payer le surcoût? Je n'ai eu aucune réponse précise, rien du tout comme réponse. J'ai insisté. Monsieur Motojima, qui est le grand responsable d'ITER Organisation, qui est japonais, a dit « Je suis fier, car quand je prends l'avion, je vois le chantier ITER depuis l'avion. » Ah oui, non, textuellement, hein, je veux dire, j'ai les comptes rendus de réunion, je peux le prouver.
Ils ne m'ont pas répondu pourquoi. Alors j'ai tellement insisté, j'ai dit, et qui va payer le surcoût? Madame Joissin, députée du pays d'Aix et maire d'Aix et présidente de la communauté du pays d'Aix, m'a répondu, pour l'instant, nous les collectivités territoriales, on ne paiera pas plus. À ce moment-là, elle a dit ça. C'était dans la Provence, j'ai gardé l'article du lendemain. À la fin de la réunion, elle s'est précipitée vers les gens du CEA et de Cadarache. Elle leur a dit, moi, de toute façon, vous savez que s'il faut payer, je paierai, il n'y a aucun problème, je vous soutiens, sans aucune condition. Alors moi, j'étais à côté, j'ai dit, mais Madame Joissin, vous allez prendre l'argent où? Vous allez le prendre sur les entrées de ville, où il y a un gaspillage de pognon pas possible? Vous allez le prendre sur le budget social? Vous allez le prendre sur quoi? Ah non, non, elle ne m'a pas répondu. Elle m'a dit, vous savez, je trouverai l'argent. Vous inquiétez pas, je trouverai l'argent. J'ai dit, pourquoi vous êtes allé alors à manifester devant chez M. Sarkozy pour dire que les collectivités territoriales, avec la réforme des collectivités, n'avaient plus un rond, etc. Ah mais non, non, c'est pas le problème, etc. Bon. Et pour vous montrer jusqu'où va comment je vais rester poli, mais jusqu'où va l'ambivalence, disons, c'est que dans le compte-rendu de réunion que j'ai reçu pour le valider, eh ben, la phrase qui a été publiquement dite par Madame Joissin, pour l'instant, on ne paiera pas plus, avait disparu du compte-rendu. Alors, je pourrais vous donner un autre témoignage. Il était annoncé. Moi, j'ai été désigné par l'État comme un des associatifs qui participe à choisir les commissaires enquêteurs quand il y a des enquêtes publiques. Eh bien, ils nous ont présenté, lors de cette réunion au mois de septembre, des diapositives sur la suite du projet ITER. Il était écrit textuellement « Enquête d'utilité publique favorable », ce qui est une aberration et qui est un mensonge, parce que normalement, c'est arrivé, pour CEDRA par exemple, c'est arrivé que les commissaires enquêteurs peuvent émettre des avis défavorables, et à ce moment-là, ils sont obligés de reprendre leur copie. Et donc, enquête d'utilité publique favorable, c'est une aberration, c'est complètement illégal d'annoncer ça à l'avance, c'est impossible. Alors, évidemment que le préfet va choisir sans doute un commissaire enquêteur, voire une commission d'enquête, qui ne posera pas trop de problèmes. Alors, je voudrais apporter un autre témoignage. Il faut savoir que pour la piste ITER, la piste, vous savez, qui a été faite, qui part de Fos et qui va jusqu'à ITER pour amener les gros matériaux qui vont venir, parce qu'il y a une partie du boulot qui va être fait, comme ça a été dit, en nature, et qui va être amené. Bon, quel est le bilan carbone? Alors là, il y a des matériaux qui vont arriver avec des convois exceptionnels, etc. Le budget est passé de 80 à 96 milliards d'euros. Et là, c'est intégralement le Conseil général qui a payé, Conseil général des Bouches-du-Rhône. 16 millions, non, pardon, millions. Donc j'ai posé la question, qui va payer le surcoût et pourquoi le surcoût? Lors d'une précédente réunion, on m'avait dit, c'est parce que le niveau de vie des Chinois a augmenté, et c'est parce que le fer à béton a augmenté. Là, comme on dit, soit on nous prend pour des idiots, soit on nous roule dans la farine, ou alors c'est que vraiment ils sont incompétents. Alors, j'ai dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas été capable d'anticiper le budget? Parce que, je veux dire, quand même, depuis plusieurs années qu'ils y travaillent. Bon. Alors, je voudrais donner un autre témoignage, c'est qu'il y a une réunion de la CLI de Cadarache qui s'est tenue le 16 mars, c'est-à-dire la semaine suivant Fukushima. Et là, j'y avais bossé toute la nuit, presque toute la nuit avant, pour essayer de réfléchir, à faire des propositions par rapport au problème de Fukushima, quelles leçons on pourrait en tirer. Je tiens à préciser que par ailleurs, je suis directeur d'une association qui s'appelle le Loubatas, et on travaille sur l'éducation à l'environnement, et on démontre depuis une vingtaine d'années que l'énergie renouvelable, les économies d'énergie, ça fonctionne, et que ça fonctionne même bien, etc., et que ça peut créer des emplois durables, etc. Bon, donc, pour revenir à ce qui s'est passé
le 16 mars. Là aussi, j'ai fait des propositions, j'ai posé des questions très précises. Et j'ai posé des questions, par exemple, il y a eu un tsunami à Fukushima. Mais on sait très bien que s'il y a un tremblement de terre dans la région, Briançon est aussi une zone sismique, il est possible que Serre-Ponçon, voire le barrage